bien, je voudrais vous souhaiter la bienvenue au nom du comité d'organisation de cette 34e édition du Salon international du livre de montagne de Passy. Et nous avons vraiment le bonheur de recevoir aujourd'hui Lionel Daudet, qui est un alpiniste de renom et surtout un écrivain de talent, qui est l'auteur d'un livre qui a été récompensé ici au Salon de Passy, Versant Océan, qu'il a publié avec Isabelle Autissier il y a plusieurs années. Isabelle Autissier qui nous a fait l'amitié de mettre un petit entrefilet dans notre programme, justement en hommage à Lionel. Et puis il a écrit un Tour de France exactement, il y a quelques années, aux éditions Stock, qui nous permet, chaque fois que l'on va sur un littoral ou sur une frontière, de se replonger dans la lecture de son livre, vraiment tout à fait épatant, parce que il y a des morceaux du territoire français que l'on a parcouru nous-mêmes et que l'on est content de retrouver sous sa plume. Donc, aujourd'hui, il est là pour son dernier livre, Le Montagnard, qui est dans les pas de Lionel Terray. En fait, Lionel Terray et Lionel Daudet, ce sont le même prénom, la même passion, deux vies dédiées à la montagne, à l'écriture et à l'amitié. Lionel Terray, Lionel Daudet, deux histoires qui se complètent, se distinguent par l'écart d'une génération et se rejoignent par la force des cimes et la magie des livres. Je pense que c'est pas un hasard, ce prénom. Non, bonjour à toutes et tous déjà. Vous entendez là, oui? Oui, c'est bon. Oui, alors ce prénom, donc Lionel Daudet, effectivement, qui m'a été donné par mes parents, forcément, vient effectivement de l'admiration que voyaient mes parents aux alpinistes. Et je crois qu'il faut resituer aussi un peu le contexte. En fait, voilà, donc moi je suis né en 1968, et donc mes parents sont d'une génération qui sont nés juste avant la Seconde Guerre mondiale, quoi. Et il faut se rappeler que après la Seconde Guerre mondiale, eh bien, les alpinistes occupaient une plage dans le paysage médiatique qui était extrêmement importante, au moins aussi importante que par exemple un footballeur professionnel tel que Zidane ou Mbappé maintenant, pourrait-on dire, quoi. Donc c'est vrai que les alpinistes étant très connus à cette époque-là, il y avait une forme d'admiration du grand public pour ces gens extraordinaires, voilà, qui accomplissaient des choses en montagne. Et il y avait aussi quelque chose de plus que par rapport à un simple sportif, je dirais. C'est toutes les valeurs qui se raccrochaient à ces personnages, quoi. Et Lionel Terray, donc, qui est né en 1921, qui a vu sa carrière exploser au moment de l'après-guerre, finalement, qui a été considéré par ses pairs comme l'un des plus grands alpinistes de son époque, eh bien, incarnait magnifiquement à la fois ce côté très haut niveau, difficulté, mais plus encore des valeurs qui peut-être peuvent sembler un peu désuètes à l'heure actuelle et dans les contextes actuels, mais qui quand même ont une importance très forte. J'en voudrais pour en citer une seule, par exemple la solidarité. Et je crois que Lionel Terray, c'est quelqu'un qui a magnifiquement incarné, par exemple, cette valeur. Et c'est une valeur qui, évidemment, a beaucoup touché mes parents. Parce que, voilà, moi je suis issu d'une région de plaine, j'habitais à Saumur dans mes jeunes années, donc pour ceux qui connaissent, c'est plus une ville connue pour ses vins, son cadre noir et son château que par ses alpinistes. Mais il se trouvait aussi qu'à cette époque, Lionel Terray tournait beaucoup en conférences dans la France entière, et ainsi permettait finalement que la montagne vienne finalement à la plaine, que les alpinistes se déplacent jusqu'en plaine et aussi participent d'une forme de connaissance de l'altitude, de la montagne et de ces milieux-là dans, voilà, des territoires qui ne le sont pas du tout, quoi. Donc après, il faut, comme je le disais, resituer pourquoi Lionel et pas un autre. Ça devient aussi intéressant.
pourquoi Lionel et pas Louis comme Louis Lachenal, pourquoi pas Gaston comme Gaston Rébuffat. Et c'est vrai que quand je me suis plongé dans l'écriture du livre, c'est une question que je me suis posée et que j'ai posée à mes parents, mais voilà, quelques 50 ans plus tard finalement, quoi. Et j'ai été très très étonné par la réponse que m'avait faite mon père à l'époque, quand j'ai commencé à travailler sur le livre, qui m'a dit « c'est vraiment à cause du rôle de Lionel Terray pendant l'Annapurna ». Donc l'Annapurna, on resitue les choses également, 1950, premier 8000 jamais gravi par l'être humain, et cette expédition où Lionel Terray n'a pas été dans la cordée qui est allée au sommet, puisque c'était Maurice Herzog et Louis Lachenal qui ont foulé les premiers la cime de l'Annapurna, mais Lionel Terray a eu un rôle d'abnégation, de solidarité qui a énormément touché mes parents, puisque dans l'Annapurna, en fait, Maurice Herzog, qui était chef d'expédition, aurait souhaité que Lionel Terray soit son compagnon de cordée pour l'Annapurna, et il se trouve que, en fait, Lionel Terray a, entre guillemets, désobéi au chef d'expédition, parce que, en fait, il y a eu beaucoup d'écrits aussi là-dessus. Quand vous faisiez une expédition nationale à cette époque-là, bah, vous signiez, en gros, vous juriez au chef d'expédition un peu fidélité, etc., et obéissance. Et quelque part, pendant l'Annapurna, c'est un peu le pied de nez de Lionel Terray. Il va, au contraire, désobéir à Maurice Herzog, qui lui dit bah, « descends au camp de base ». Et puis, le jeu des cordées, du mouvement des cordées, va faire qu'on va se retrouver ensemble pour aller au sommet. Sauf que dans la mécanique bien huilée de l'ascension de l'Annapurna, il y a un petit grain de sable qui se met en place, c'est-à-dire que les Sherpas installent les camps successivement à mettre de la nourriture, etc., aux différents campements d'altitude. Et il se trouve qu'au camp 4, qui est l'avant-dernier camp, en fait, la cordée qui est prévue pour amener du matériel n'arrive pas, parce que voilà, ils sont fatigués ou malades, et n'arrivent pas à déposer tout le matériel voulu, quoi. Et donc enraye finalement, en quelque sorte, la belle machine qui permettra de l'ascension de l'Annapurna. Et Lionel Terray se dit, bah non, je vais aller faire un portage au camp 4, et il écrit dans Les Conquérants inutiles, son autobiographie magnifique. Finalement, bah voilà, je me ferme la voie du sommet, mais je me mets au service du collectif, je suis solidaire de mes camarades, et je permets finalement l'ascension victorieuse en mettant cette dernière brique sur laquelle vont s'appuyer Louis Lachenal et Maurice Herzog pour aller au sommet. Donc voilà un peu l'origine du prénom Lionel et le pourquoi de Lionel en particulier. C'est un héritage qui est lourd à porter quand on est alpiniste et écrivain, puisque Les Conquérants inutiles, c'est quand même un livre majeur de la littérature française. Alors c'est vrai que ça a été un projet d'écriture qui a été très délicat pour moi, parce qu'en fait, c'est mon éditeur, donc Stock, qui est une grande maison d'édition généraliste à Paris, qui justement trouvait vraiment très intéressant que voilà, moi je suis devenu un alpiniste, voilà, je porte le prénom de l'illustre Lionel Terray, et ils m'ont dit, mais ce serait bien que tu écris sur Lionel Terray avec ton regard, avec à ton époque aussi, explorer un peu les résonances, les échos, etc. Et aussi parler de toi aussi. Et ça, je trouvais ça, passez-moi l'expression, super casse-gueule, quoi. Parce que j'allais m'attaquer à une icône sacrée d'alpinisme. Alors ok, pourquoi pas faire une bio sur Lionel Terray, c'était déjà un travail passionnant en soi. Mais plus encore, il fallait aussi que j'ai aussi ce côté sensible où j'essayais d'incarner le plus possible Lionel Terray, au-delà de tous les exploits qu'il avait accomplis, le rendre tout simplement humain, avec ses qualités, mais aussi ses rugosités, parce qu'on en a tous. Et puis après, d'amener aussi ma petite pierre en disant, bah voilà, qu'est-ce que moi j'ai fait de toute cette histoire de l'alpinisme, comment je l'ai malaxé, trituré, je m'en suis emparé pour
à voir finalement ma trajectoire d'alpiniste au XXe siècle, quoi. Et en fait, ce projet donc était très dangereux parce que voilà, je pouvais très vite déraper dans une forme de prétention où en gros on allait dire bah voilà, il se prend pour le fils de, l'héritier de, et c'était quelque chose dont j'avais surtout pas envie et qui pour moi avait pas de sens, quoi. Il n'y avait pas de comparaison à faire entre Lionel Terray, son époque, mon époque, ce que j'ai fait en montagne, ce que lui a fait en montagne, c'était pas du tout mon envie, quoi. Et par contre, ça m'intéressait d'avoir finalement cette espèce de cordée virtuelle qui s'installait, où j'allais tisser et essayer de mettre en lumière les liens invisibles qui avaient traversé les âges et qui peut-être se manifestaient par ce qu'on appelle l'esprit d'aventure, quoi. L'esprit d'aventure que véhiculait Lionel Terray, qu'est-ce qu'il est devenu à mon époque et comment moi je l'ai aussi, je m'en suis emparé et j'ai évolué avec ça, quoi. Donc il y avait cette idée d'écrire à la fois sur Terray et à la fois aussi sur ce que j'avais vécu, quoi. Et après, donc j'ai refusé une première fois le projet et la deuxième fois, je dis quand même, c'est bête, t'as un tapis rouge devant toi. C'est pas tous les jours que tu as un éditeur sur la place publique qui te propose un beau projet. Et là, j'ai dit, bah ok, j'ai mûri le projet et j'ai trouvé un procédé littéraire qui me permettait de séparer complètement les histoires. Et ce procédé, c'est assez amusant parce que je ne sais pas si vous connaissez tous l'histoire de Lionel Terray et de sa fin tragique, mais Lionel Terray, finalement, s'est tué à 44 ans en compagnie de Marc Martinetti, qui était un jeune alpiniste brillantissime avec lequel il avait fait sa dernière expédition en Alaska. Et ils vont faire au mois de septembre l'escalade de la fissure en arc de cercle dans le Vercors, donc pas très loin de Grenoble. Et malheureusement, à la fin de l'ascension, la cordée dévisse et les deux alpinistes se tuent. Et cette voie, finalement, elle est devenue en gros une voie classique du Vercors. À l'époque, c'était une entreprise sérieuse, mais voilà, à l'heure d'aujourd'hui, les relais sont à peu près équipés, il y a quelques équipements dans la voie. Et mon idée, du coup, ça a été d'égrener finalement le chapitrage du livre comme l'ascension de cette fissure en arc de cercle que j'ai reproduit avec un compagnon de cordée qui s'appelle Patrick Vagnon et qui plus est habite sur le plateau du Vercors, enfin juste en dessous à Saint-Dizier-du-Moucherotte, et qui m'a proposé de partir à vélo de chez lui pour aller faire cette ascension. Et du coup, chaque début de chapitre est scandé par une longueur de cette fissure en arc de cercle, ce qui fait que ça m'a permis de naviguer finalement en déroulant, en avançant dans l'ascension. J'avance dans la vie de Lionel Terray et en même temps je crée des résonances par rapport à mon époque, par rapport à des ancrages géographiques, voilà, des lieux où Lionel Terray est allé, comme l'Alaska, où je suis allé aussi, la Patagonie, l'Himalaya, etc., les Andes. Et donc de faire des allers-retours et d'installer finalement une espèce de partie de ping-pong où en tout cas je cherchais surtout pas à tirer une quelconque couverture à moi. Oui. Merci. On voit très bien que la réussite du livre, c'est vraiment de revisiter les ascensions de Lionel Terray, mais aussi de s'inspirer de sa personnalité, parce que Lionel Terray avait vraiment l'élégance du corps et de l'âme. Et c'était certainement quelqu'un de très généreux qui grimpait avec une certaine éthique et une grande bienveillance. La preuve, c'est son attitude lors de la descente de l'Annapurna. Oui, alors voilà, Roger Frison-Roche qualifiait Lionel Terray d'un géant de la montagne et de l'amitié. Et je crois que c'est une formule qui résume bien ce qu'a été la trajectoire de Lionel Terray, qui pour moi a incarné magnifiquement ce que j'appelle le montagnard, qui est le titre du livre, c'est-à-dire montagnard dans l'acception de dire ce n'est pas seulement, c'est pas la personne qui vit dans la montagne,
mais pour moi, c'est quelqu'un qui a embrassé l'entier de la montagne et qui a embrassé aussi toutes les valeurs humanistes que l'on raccroche à la montagne d'une manière consciente ou inconsciente. Et c'est vrai que dans la vie de Lionel Terray, il y a pas mal d'épisodes qui concrétisent justement ces valeurs, cette générosité, cette grandeur d'âme dont il faisait preuve finalement, et qui pour moi aussi était très importante, parce que c'était une de mes inquiétudes aussi au début de l'écriture, de me dire, oh là là, ok, je m'attaque à un géant de l'alpinisme, mais on a connu ça dans plein d'histoires, vous grattez un peu la surface d'une carrière brillante, et parfois vous trouvez un personnage qui n'est pas très reluisant d'un point de vue humain, à tel point que on est parfois obligé, notamment, on le fait beaucoup pour les écrivains, de séparer l'œuvre de l'artiste parce que la personnalité de l'artiste était somme toute détestable. Et ça a été pour moi une grande joie de découvrir que, par tous les témoignages que j'ai pu recueillir dans l'écriture du livre, que Lionel Terray était vraiment quelqu'un de fondamentalement bien, quoi. Et donc, ça, il l'a illustré à plusieurs reprises. Alors, on évoque l'histoire de l'Annapurna. L'Annapurna, on peut le disséquer à plusieurs niveaux. Déjà, il y a le rôle des Sherpas. Et ça, c'est quelque chose qui est encore rare à l'époque. Lionel Terray va s'intéresser vraiment énormément aux Sherpas, quoi. Il va leur laisser il va pas les mettre dans l'ombre, il va au contraire les tirer vers la lumière, quoi. Et quelque part, déjà, ça montre justement son caractère où il se soucie de l'autre, il est attentif à autrui, et non pas autocentré dans une forme d'ego surdimensionné, même si évidemment Lionel Terray avait aussi un ego très fort, mais en même temps, cet ego, il l'a magnifié et il l'a quelque part ramené à une échelle humaine, dans le sens où avec les Sherpas, voilà, il va par exemple porter les mêmes charges qu'eux. Donc déjà, quand on porte les mêmes charges, on est un peu d'égal à égal, et c'est ainsi qu'il va gagner leur estime, leur respect, leur affection, et Lionel Terray va être surnommé par les Sherpas le strongman, l'homme fort, quoi. Et en fait, dans tous les récits de Lionel Terray, vous verrez toujours un mot où il va justement récompenser ce qu'il appelle cet obscur travail de l'arrière, qui quelque part est aussi indispensable à la réussite de ces expéditions à l'époque, qui étaient des expéditions quand même des très grosses machines avec beaucoup de monde, avec vraiment une organisation très très lourde. C'était des expéditions quasiment militaires, on pourrait dire, et Lionel Terray y a beaucoup participé, évidemment. Donc il y avait ce rôle vis-à-vis des Sherpas, et puis après il y a le rôle plus fort de la descente de l'Annapurna qui a été apocalyptique. Pour vous resituer, 3 juin 1950, Louis Lachenal, Maurice Herzog partent du camp 5, vont au sommet et redescendent, se gèlent aussi, froid glacial, température qui chute, la tempête qui arrive, et en renfort sont montés Lionel Terray et Gaston Rébuffat, qui vont passer une première nuit au camp 5 en essayant de ramener à la vie les extrémités gelées de Maurice Herzog et de Louis Lachenal, et puis qui après vont commencer une descente qui va, pour moi, dépasser le cadre de l'alpinisme. C'est-à-dire que la descente de l'Annapurna, c'est juste une histoire de survie. Le mauvais temps arrive, ils vont se perdre dans la montagne, ils vont pas retrouver le camp intermédiaire. En plus, est-ce que c'est une erreur? J'en sais rien, mais il faut comprendre aussi qu'on évolue en haute altitude, sans oxygène, donc le cerveau aussi peut être altéré, la lucidité n'est plus la même. Ils vont pas prendre tout leur duvet pour descendre du camp 5, et ils vont descendre, je crois, avec un seul duvet, et là, ils s'égarent, et ils vont faire à nouveau un bivouac dans une crevasse, et pareil, là, donc refroid, peut-être une autre couche de gelure pour Maurice Herzog et Louis Lachenal, ça c'est difficile de dire, et le lendemain matin, eh bien, Louis Lachenal qui va sortir de la crevasse, pieds nus,
voient le ciel bleu, alors que Terray et Gaston Rébuffat, eux, étaient victimes d'une ophtalmie, ils avaient plus leurs lunettes, et en fait, ils vont être quasiment aveugles. Et Lionel Terray va donner ses chaussures à Louis Lachenal, et comme ils n'avaient pas la même pointure, puisque les pieds de Louis Lachenal avaient considérablement gonflé suite aux œdèmes et aux gelures, en fait, les pieds de Lionel Terray qui étaient plus grands, donc les chaussures convenaient parfaitement à Louis Lachenal. Sauf que l'inverse était évidemment pas vrai, c'est-à-dire que les chaussures de Louis Lachenal étaient beaucoup trop petites pour Lionel Terray. Donc Lionel Terray a éventré les, enfin je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas lacéré les brodequins, c'était des chaussures en cuir évidemment à l'époque, et va prendre des chaussures qui baillaient largement. Donc on aurait pu se dire aussi, bah, là il peut mettre aussi en péril l'intégrité physique de ses extrémités, quoi. Et c'est finalement Marcel Schatz, qui était un autre membre de l'expédition, qui va venir à leur rencontre, et puis enfin ils vont s'appeler, et puis la descente va continuer, et le cordon ombilical vers la vie et vers la civilisation va ainsi être noué, et Lionel Terray va être amené sain et sauf, en ayant aussi sauvé, avec Gaston Rébuffat, Maurice Herzog et Louis Lachenal, parce qu'il paraît évident à l'heure d'aujourd'hui de dire que sans Gaston Rébuffat et Lionel Terray, les chances de survie d'Herzog et de Lachenal auraient été extrêmement maigres et considérablement hypothéquées, quoi. Donc ça, c'est vrai que de par cet acte-là, on comprend aussi la personnalité de Lionel Terray. Et quelque chose qui, pour moi, va éclairer finalement encore plus, c'est le rôle de Lionel Terray dans le secours en montagne. On est à une époque où le secours n'est pas organisé d'une manière telle qu'on la connaît à l'heure actuelle, c'est-à-dire avec des groupes professionnels, voilà, les gendarmes, les CRS ou les pompiers selon les régions. À l'époque de Lionel Terray, c'est plus les compagnies des guides, l'école de haute montagne, les militaires qui vont chapeauter des secours en montagne. Mais Lionel Terray va acquérir aussi une forme de Saint-Bernard. C'est quelqu'un qui va toujours répondre présent chaque fois qu'il pouvait, quoi. Et dans la vie de Lionel Terray, on voit que c'est illustré à plusieurs moments. En 1948, vous avez déjà un premier sauvetage en face sud du pavé, donc dans le massif de l'Oisan, qui n'était pas le massif de prédilection de Lionel Terray, puisqu'il habitait à Chamonix et qu'il fréquentait beaucoup plus le massif du Mont-Blanc. En fait, il va aller là-bas avec Lachenal et puis d'autres personnes. Bon, là, le secours se finit en quelque sorte, et il se contente d'accompagner les deux personnes qui étaient en péril et qui avaient été finalement rapatriées vivantes en bas, quoi. Et puis après, vous avez un autre épisode qui est assez marquant aussi, c'est 1955, la première de la face nord des droites, qui était une des dernières grandes faces nord encore invaincues dans le massif du Mont-Blanc, et qui va être faite par une cordée dont une des personnes était un ami très cher de Lionel Terray, qui s'appelait Davaille. Et en fait, tout le monde est inquiet à Chamonix parce que la cordée Cornuau et Davaille est engagée dans la face nord des droites, et ils mettent du temps, évidemment il n'y a pas de téléphone, évidemment il n'y a pas de nouvelles, évidemment on ne sait pas où ils sont. Donc Lionel Terray va mettre en place une caravane de secours qui va aller jusqu'au sommet des droites, donc en passant par la voie normale, et arriver au sommet, d'avoir la joie finalement, en hurlant, d'entendre non pas une voix d'outre-tombe, mais les voix de Cornuau et Davaille qui sortaient au bout de plusieurs jours d'ascension, la face nord des droites. Donc il a eu cet élan qui, là encore, a eu une fin heureuse, puisqu'il n'y a pas eu vraiment de secours d'engagé, mais il y a vraiment eu cet élan qui était permanent et qui après va prendre toute sa dimension dans la fameuse affaire Vincent Don-Henri, qui a marqué les esprits de Chamonix, mais plus encore les esprits de la France entière, et qui a surtout changé le visage du secours en montagne. Et qui, d'une manière extrêmement étonnante et paradoxale, n'apparaissent que fort peu dans les Conquérants inutiles, donc qui est la somme qu'a livré Lionel Terray,
qui est ce monument de la littérature alpine, qui est donc une autobiographie qui, si vous ne l'avez pas lu, moi je trouve que voilà, même en la relisant à l'heure actuelle, bah, y a des choses qui sont là, qui sont belles, qui sont magnifiques et qui résonnent toujours. Et dans Les Conquérants inutiles, vous n'avez que quelques lignes, 2 ou 3 lignes, sur l'affaire Vincent Henry, parce que, quelque part, Lionel Terray va être un peu traîné dans la boue suite à cette affaire où, je ne vais peut-être pas la raconter, vous redévelopper toute l'histoire, mais en substance, vous aviez 2 jeunes qui partent faire une hivernale, ce qui était très peu courant à l'époque, sur le massif du Mont Blanc, et puis vous allez avoir une série de cafouillages dans les secours, et Lionel Terray, qui n'était pas présent au début du drame, va venir, et c'est une des seules fois peut-être où Lionel Terray va être aussi clivant dans sa carrière d'alpiniste, parce que voilà, c'est quelqu'un qui faisait plus l'unanimité, c'est pas quelqu'un qui a traîné, qui a eu des polémiques dans sa vie, sauf voilà l'affaire Vincent Henry, où en fait il va vraiment avoir des mots extrêmement durs envers la compagnie des guides de Chamonix qui l'accuse en résumé de ne pas s'être vraiment bougé pour essayer de sauver ces 2 jeunes en perdition. Et Lionel Terray, lui, avait cette posture de dire bah non, moi je ne supporte pas que quelqu'un puisse mourir dans les montagnes, dans nos montagnes, juste au-dessus, sans que tout ne soit tenté pour essayer de les sauver. Et malheureusement, la tentative de Lionel Terray par voie terrestre va avorter suite à différents rebondissements, et les 2 jeunes vont finir par mourir en direct sous les yeux du grand public, sous les yeux de la France entière. Et je pense que ça a été une blessure qui a marqué Lionel Terray. Ça a été un peu un coup de poignard, parce que Lionel Terray, c'est quelqu'un qui avait réussi des choses extraordinaires en montagne, qui a poussé des curseurs, qui a mis une brique au-dessus de la brique de la génération d'avant, et qui a participé à l'édification de cette cathédrale de l'histoire de l'alpinisme, et qui a posé vraiment des très très belles pierres, quoi. Mais là, en fait, il n'a pas réussi à poser une nouvelle pierre, quoi. Et je pense que ça l'a sûrement affecté, quoi. C'est une évidence. Deuxième histoire de secours encore remarquable, c'est 6 mois plus tard, ça c'était l'hiver 56-57, été 57, Lionel Terray, qui travaille aussi très souvent comme guide de haute montagne, se trouve dans l'Oberland bernois, dans les Alpes suisses, au pied de l'Eigerwand, donc la face nord de l'Eiger, qui fait partie des 3 grandes faces nord mythiques, dont il avait fait la seconde avec Louis Lachenal. Et là, il est avec 2 clients hollandais, qui sont des amis très chers, et il parcourt les montagnes, et il se repose à un moment donné, et une cordée, 4 personnes sont dans l'Eiger et montent très doucement. Et là, Lionel Terray s'interroge en disant mais pourquoi ils ne font pas demi-tour, la météo change, le mauvais temps arrive, ils vont se faire piéger et ça peut tourner vraiment au vinaigre. Il continue sa vie d'alpiniste, il revient à Grindelwald et là, paf, effectivement, les 4 personnes sont en perdition. Et un secours se met en place, très international, une véritable tour de Babel qui va s'installer au sommet de l'Eiger. Et là, les secours suisses vont appeler, les secours suisses, plus exactement, toutes les personnes qui vont venir organiser ce secours, parce que les guides de Grindelwald n'auront pas une attitude très belle dans ce secours. En fait, les personnes qui vont organiser le secours vont appeler Lionel Terray à la rescousse, et Lionel Terray va évidemment venir prêter main forte. Et il faut savoir que c'est des secours dont on a du mal à imaginer comment ça pouvait se faire, parce qu'il y a beaucoup de monde, et puis là, c'est un peu des balbutiements, c'est les nouvelles techniques. Il faut comprendre qu'ils vont installer un treuil au sommet de l'Eiger,
et qu'ils vont descendre une personne sur 370 mètres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, un filin qui est large comme mon petit doigt, la personne est accrochée au bout du filin et est descendue sur un treuil dans un univers où vous avez des coulures de glace, vous avez un vide insondable, vous avez une atmosphère extrêmement sévère, des nuées, etc. Et vous vous retrouvez là avec une radio qui peut ne pas fonctionner, quoi. Première descente par un sauveteur allemand, il récupère un alpiniste italien qui s'appelait Corti, il le remonte vivant, et là, deuxième descente, c'est Lionel Terray qui s'y colle, et il redescend, et là, ça ne se passe pas aussi bien. C'est-à-dire que sa radio tombe plus ou moins en panne, il n'arrive plus à avoir la liaison avec le sommet, mais un peu par en bas, mais après ça repasse mal au sommet. Et en fait, il attend, il est bloqué au bout de son câble, et puis en attendant, il voit des personnes sur le côté de l'arête, parce que l'Eiger, si vous voulez, la face nord, c'est une espèce d'amphithéâtre, et vous voyez très bien ce qu'on appelle l'arête nord-ouest, et il voit des silhouettes qui se découpent sur l'arête, et il les appelle pour leur faire un bonjour en quelque sorte, quoi. Et en les appelant, il y a quelqu'un qui répond, mais pas des personnes de l'arête. C'est un autre Italien qui est en dessous, qui s'appelait Longhi, et qui lui est encore vivant. Parce qu'entre-temps, il y avait eu du mauvais temps, etc. Et on se demandait comment les chances de survie, évidemment, des alpinistes étaient un peu amoindries, quoi. Et en fait, Lionel Terray est remonté sans avoir pu aller jusqu'à l'Italien Longhi, quoi. Et ça, c'est pareil, je pense que quelque part, pour lui, ça doit être aussi... quand on se met un peu dans sa tête, on se dit, on est descendu de 300 mètres dans la face nord, on entend une voix, on sait qu'il y a quelqu'un qui est vivant, et on n'arrive pas à le remonter, quoi. Et je pense que ça aussi, ça l'aura affecté, et ça a quelque part exacerbé sa sensibilité d'être humain, qui parfois n'apparaissait pas, puisqu'il y a aussi des témoignages qui disent de Lionel Terray, qui le décrivait comme quelqu'un de plutôt bourru, quelqu'un qui était aussi entier, c'est-à-dire qu'il pouvait être avec vous dans une chambrée et ne pas vous adresser la parole pendant un mois si votre tête ne lui revenait pas. Donc il avait aussi ce côté-là, mais il avait ce côté incroyablement généreux et je pense incroyablement sensible de ne pas supporter qu'un alpiniste puisse disparaître en montagne, quoi. Et pour finir sur l'histoire de l'Eiger, il revient au sommet, Corti est de plus en plus mal, et Lionel Terray tape du poing sur la table en disant « Mais qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on ne le descend pas tout de suite, quoi ?» Et il commence à descendre Corti sur l'arête sur le côté de l'Eiger. Malheureusement, la nuit tombe, ils doivent refaire un bivouac, Corti souffre le martyre, et ils entendent des voix qui viennent de la face nord, et les mots, je ne sais pas s'il y a des Italiens dans la salle, mais c'était « fame freddo », faim froid. C'est les derniers mots de Longhi qui vont être emportés par le vent et qui vont venir aux oreilles de Lionel Terray. Et Longhi ne va pas survivre à cette nuit d'enfer. Corti va être sauvé, et après, pareil, ça c'est la deuxième histoire de l'histoire. Il va y avoir un gros rebondissement, parce qu'en fait, je vous le disais, ils étaient 4 dans l'Eiger. Il y avait 2 Italiens et 2 Allemands. Et les Allemands, en fait, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne les a pas retrouvés, et il y a eu de sombres accusations à l'égard contre Corti, qu'on a accusé d'être un criminel, et d'avoir carrément, dans un accès de folie, poussé les 2 Allemands dans le vide pour, en gros, peut-être s'accaparer l'ascension de la face nord de l'Eiger, et pas qu'il y ait une autre cordée qui lui fasse de l'ombre. Enfin, bref, des délires absolus. Et il a fallu 4 ans pour disculper, ça c'est la petite parenthèse, la petite digression, mais que j'aime bien, pour disculper Corti, qui a toujours juré que les Allemands étaient devant eux et ils sont partis vers le sommet. Et en fait, on les a retrouvés morts dans la descente, ils s'étaient égarés dans la descente. On a retrouvé 4 ans plus tard les cadavres des 2 Allemands qui étaient un peu à l'écart de la voie normale. Donc c'est la triste fin du secours de Corti et Longhi à l'Eiger. Voilà. Oui, ça devait être un drame pour lui, un drame humain, dans la mesure où il privilégiait toujours l'humain, hein, dans ses relations avec
avec les autres, et il vantait la merveilleuse gratuité de l'alpinisme parce qu'il a toujours refusé, semble-t-il, les dérives mercantiles. Alors, il faut amener de la nuance là-dedans, dans le sens où déjà Lionel Terray a été l'un des premiers alpinistes professionnels de l'histoire. Je vais y revenir juste après. Mais il a bénéficié énormément du tremplin des expéditions nationales, puisque à l'époque, on va dire, les grandes expéditions étaient sponsorisées en partie par l'État. L'Annapurna était sponsorisée en partie par l'État, pas forcément énormément. Après, beaucoup les organismes d'État, tels que la Fédération de la montagne, le Club alpin. Et en fait, suite à l'Annapurna, et suite surtout à la vente de ce qui est devenu un best-seller, Annapurna premier 8000, qui a été vendu à plus de 20 millions d'exemplaires, qui a été traduit en je ne sais plus combien de langues, au moins une vingtaine, qui était inscrit au programme scolaire, et dont Maurice Herzog avait laissé tous ses droits d'auteur à la fédération et au comité de l'Himalaya. Donc en fait, il y a une espèce de trésor de guerre qui s'est accumulé, et dont Lionel Terray a bénéficié, puisque dans toute l'histoire de l'alpinisme français et des expéditions nationales qu'il y a pu avoir après l'Annapurna, comme par exemple le Makalu en 54-55, qui a été le deuxième 8000 que les Français ont pu faire, ou encore le Janu, qui était un sommet extrêmement technique, et puis d'autres qui ont été des expéditions nationales. Lionel Terray a énormément bénéficié de ce système qui a perduré jusqu'à un peu avant les années 80 finalement. Ça s'est terminé avec le K2 en 79, qui a été la dernière expédition vraiment nationale française, avec Yannick Seigneur notamment. Et en fait, Lionel Terray après est devenu un des premiers alpinistes professionnels, dans le sens où il vivait de l'art de grimper les montagnes en ayant des gens qui l'aidaient. Il avait des contrats avec des marques, voilà, les chaussures Galibier Lionel Terray. Après, il pouvait travailler aussi sur les piolets. Il pouvait aussi avoir les montres LIP, les doudous de Montclair, comment dirais-je, des aliments aussi. Donc après, il avait aussi des subsides financiers par ça. Et il avait aussi des subsides financiers par toutes les conférences et les films qu'il faisait, puisque Lionel Terray, ça a été aussi un passeur. C'est quelqu'un qui avait à cœur de transmettre finalement l'invisible de la montagne. C'était quelqu'un qui avait envie de proposer, de lancer en quelque sorte des étincelles, et que ces étincelles qu'il lançait dans les conférences touchent tout un chacun dans sa propre montagne finalement. Et pour cela, Lionel Terray, à partir des années 52, 51, 52, va commencer à filmer d'une manière de plus en plus assidue ses expéditions. Et c'est un peu aussi un pied de nez à la grande période et à la grande cordée qu'il a constituée avec Louis Lachenal entre 1945 et 1950, où c'était une cordée qu'on pourrait qualifier maintenant peut-être de chronomètre. C'était des gens qui allaient extrêmement vite en montagne et qui n'avaient même pas d'appareil photo avec eux, quoi. Et après, il y a eu ce basculement où, c'est pas pour ça que Lionel Terray n'allait pas vite en montagne, mais il y a eu ce revers où Lionel Terray, à partir de... Alors, au Fitzroy, en 51, il va être avec des cinéastes, il va manier un petit peu la caméra, mais pas trop. Mais c'est surtout 52, il va partir au Vincennes avec ses amis hollandais. Et là, il va ramener des images, il va faire un premier film. Et puis, ça va devenir une de ses marques de fabrique, qui est très intéressante aussi parce que Lionel Terray ne va pas s'intéresser uniquement à la paroi à gravir. Je vous le disais, c'était un esprit curieux aussi. C'est quelqu'un qui aimait voilà, tout ce qui existait autour d'une montagne. Et il faisait pas partie de ces alpinistes pour qui la marche d'approche était ce qu'il fallait gommer et faire le plus rapidement possible. Non, Lionel Terray,
trouvait les marges d'approche intéressantes parce que voilà, il traversait des zones où des gens vivaient, donc il s'intéressait à la façon dont les gens vivaient. Il avait un regard quasiment presque ethnographique parce qu'il faut comprendre aussi qu'il y a sur sa dernière expédition qu'il va faire en Himalaya, il va se rendre dans le Mustang au Népal et il va être un des premiers occidentaux à se rendre dans cette région. Donc il va filmer des femmes qui vont battre les céréales dans les champs, il va filmer des champs, il va filmer plein de choses, et il va vraiment s'intéresser à ça. Et on le voit aussi même avant, quand il part dans la Cordillère des Andes, à un moment donné, il fait 2 expéditions, et puis au lieu de rentrer à la maison, eh ben, il reste encore 2 mois, et en gros, il va partir caméra au point. Aujourd'hui, on dirait d'une manière un peu roots ou à la routard, aller en voyageant dans les montagnes et avec sa caméra, et puis recueillir de la matière dont il fera après un film. Donc il y a vraiment eu aussi chez Lionel Terray ce rôle extrêmement important justement du partage, de la transmission et de l'envie, voilà, de proposer à l'autre ce qui lui était finalement le plus cher, à savoir l'amour de la montagne, quoi. Oui, il avait vraiment le goût des victoires collectives et l'envie de transmettre celui du bonheur inutile, parce qu'il aimait la montagne et il avait vraiment, avec la montagne, des sensations fortes. Est-ce que tu les as retrouvées, ces sensations qu'il ressentait et qu'il... Je crois qu'effectivement, ces valeurs, enfin, ce que l'on peut ressentir en montagne, c'est quelque chose, évidemment, et heureusement, de complètement intemporel. C'est quelque chose qui va, évidemment, traverser les âges et qui va, à partir où vous avez le regard qui s'aiguise, vous allez en montagne et vous avez cette capacité d'émerveillement par rapport à l'univers de la montagne. Une capacité d'émerveillement, tout simplement parce que vous évoluez dans un monde que vous ne dominez pas. Et ça, c'est très rare. Le monde dans lequel on vit à l'heure actuelle, c'est un monde que l'on domine. C'est un monde sur lequel on a un rapport de prédation. On détruit certains territoires, on met du béton partout, des routes partout, on aménage le monde à notre effigie pour notre bien-être. Et le monde de la montagne, de la haute montagne, quelque part, c'est un peu les racines de notre planète, et j'insiste sur le mot planète, c'est plus le monde tel qu'on l'entend, c'est les racines de notre planète qui, quelque part, émergent encore dans certaines parties du globe, par-dessus tout ce que l'homme a pu déposer, quoi. Et ces racines, pour moi, elles sont fondamentales, parce que quelque part, quand vous allez dans ces lieux de haute montagne, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le sentiment d'une pulsation, en fait. Et c'est comme si, pour prendre une image, vous êtes en montagne, déjà vous y êtes, même si vous faites une ascension difficile, c'est quand même beaucoup de joie derrière, et la joie n'est pas le plaisir, dans le sens où c'est pas une montagne comme une drogue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'instant de grâce, ça disparaît, on redescend et on a envie de revivre cet instant. Au contraire, pour moi, la montagne s'instille dans un plein et une forme de sérénité qui fait que on peut être en bas et on se sent aussi très bien en bas sans avoir besoin forcément de courir la montagne tous les jours. Mais après, quand vous avez ce sentiment de la pulsation, en gros, c'est ce sentiment de dire, ben voilà, l'homme est une espèce parmi d'autres sur la planète, et l'homme est finalement comme en montagne comme l'oiseau qui chante, quoi. Il chante le bonheur tout simplement de vivre. Et cette pulsation, en fait, vous avez le sentiment que votre rôle d'alpiniste dans l'ascension va être celui d'une fluidité, dans le sens où vous allez tout simplement vous accorder, et comme en musique finalement, atteindre une forme de diapason, et là vous allez avoir l'harmonie. Et à partir du moment où vous avez l'harmonie, vous avez la joie, et à partir du moment où vous avez la joie, vous pouvez très bien mourir demain, puisque quelque part, votre vie aura été accomplie, et finalement, d'une manière plus large, cette pulsation de vie, qui est générale sur la planète,
eh bien, en tant qu'être humain, vous vous y êtes aussi accordé, et que, à ce point de jonction, eh bien, naît voilà, cette forme de joie, de sérénité. Et je suis persuadé que voilà, quelqu'un comme Lionel Terray, par l'enthousiasme, par la force qu'il dégageait, par son énergie, avait évidemment conscience de ce diapason, conscience de cette pulsation, et en même temps, avec aussi un questionnement de ma part, c'est-à-dire que Lionel Terray a toujours fait une grosse différence entre le monde d'en bas et le monde d'en haut, quoi. Il a des mots très très durs quoi, dans ses récits, où il dit, ben voilà, on a fait une expédition en Alaska, pareil, donc la dernière expédition qu'il fait en 1964, une réussite collective fantastique, et une première éblouissante au Mont Huntington, et il dit que, ben voilà, il y a eu ces moments d'amitié incroyable, d'esprit chevaleresque, etc. Et on va revenir en bas et on va retrouver notre vie d'esclave. On va retrouver ce monde dans lequel je me sens pas, dans lequel que je ne comprends pas non plus, quoi. Et ça surgit aussi dans son interrogation par rapport à sa définition de l'inutile, quoi. Lionel Terray a un regard très aiguisé et aussi assez critique sur l'organisation du monde, l'organisation de la société. Et on voit qu'il y a des moments dans ses écrits où ben voilà, les gens qui sont un peu des ronds de cuir, qui font de la spéculation ou qui ne sont pas dans un acte concret qui sert à quelque chose de l'utile pour l'être humain, eh bien Lionel Terray est plutôt très dur par rapport à tout ça, quoi. Et en substance, il va dire, de toute façon, sur la Terre, il n'y a que les personnes qui plantent des patates qui sont utiles. Le reste, c'est du vent. C'est peut-être pour ça qu'il voulait retourner à la Terre à la dernière page de son livre. Alors, Lionel Terray, dans son parcours, et je reviens au début, pour moi, était vraiment un montagnard, dans le sens où il a embrassé l'entier de la montagne, et qu'il l'a vécu et trituré, je dirais, et malaxé à tous ses étages. Et effectivement, déjà, pendant la Seconde Guerre mondiale, Lionel Terray va passer 2 ans à cultiver la terre, quoi, en compagnie de sa femme, Marianne, qu'il avait rencontrée au début de l'année 42, et qui va l'accompagner dans ce dur labeur de s'occuper d'une ferme. Et Lionel Terray, c'est pareil, c'est assez fabuleux parce qu'en fait, il connaît rien à l'agriculture. Et en fait, par contre, c'est quelqu'un qui a une énergie folle et il va se lancer, voilà, il va élever du bétail un petit peu, etc. Et il va, comment dire, finir par des concours, gagner des concours de reine à lait pour certaines de ses vaches. Et vraiment, il trouvait aussi quelque chose de très fort. C'est quelqu'un qui va développer un lien à la terre presque viscéral, à tel point que en 1944, 2 ans après avoir commencé à exploiter sa ferme, il se pose la question d'une manière très sérieuse de savoir s'il continue l'alpinisme ou pas. Il se pose la question de se dire, est-ce que finalement je suis très heureux à être un simple agriculteur et à cultiver mes lopins de terre et à m'occuper de mes vaches, etc. Il voyait quelque chose de très très concret et qui l'enthousiasmait. Et en fait, c'est vraiment Marianne qui lui a mis un aiguillon en lui disant, mais non, écoute, la terre c'est bien, mais c'est pas ta destinée en quelque sorte, et continue dans l'alpinisme. Et c'est vrai qu'après, Lionel Terray portera toujours un peu en rêve et en image d'arrière-plan ce désir de simplicité, ce désir de la terre, et vous connaissez tous la fameuse citation de la fin des Conquérants inutiles, où il dit, voilà, si en substance, parce que je ne la connais pas par cœur, si aucune pierre, aucun sérac ne m'arrête dans ma course d'alpiniste, alors je saurais redevenir ou devenir le simple pâtre auquel j'aspirais, quoi.
Et Lionel Terray, évidemment, s'est tué à 44 ans et n'a pas eu le temps de ce retour à la Terre. Alors après, c'est très difficile aussi de porter à l'heure actuelle une analyse très fine de cette phrase. Vous avez des témoignages d'alpinistes qui ont été contemporains de Lionel Terray qui, eux, vont dire bah non, Lionel Terray entre guillemets, a voulu mourir en montagne et n'aurait jamais porté le désir de vieillir forcément jusqu'à redevenir un simple berger. Voilà. Moi, c'est vrai que dans mon analyse et ma perception de Lionel Terray et de tout ce que j'ai vécu en tant qu'alpiniste, je me dis qu'il y a une forme de dualité qu'on porte tous. C'est-à-dire qu'effectivement, on a cette passion dévorante pour l'alpinisme de pointe qui est extrêmement forte, qui est extrêmement jouissive aussi, qui amène beaucoup de choses, qui a aussi beaucoup de sacrifices derrière, et qu'à un moment donné, peut-être que dans nos têtes d'alpinistes, on a cette dualité où on se dit, ok, il y a cette trajectoire d'alpiniste de pointe, puis il y a aussi peut-être cette envie de vivre aussi, et cette envie de vivre autrement, et de tourner la page de la passion, tourner la page de la vocation, et de savoir finalement ce que j'ai appelé la montagne intérieure, de savoir quel moment on est au sommet de la montagne intérieure, et que quelque part, à un moment donné, bah, il faut savoir ne pas aller plus loin, parce que si on va plus loin, on va plus le faire non plus pour soi, mais entre guillemets pour des mauvaises raisons, c'est-à-dire le regard de l'autre. Vous allez grimper non plus pour l'amour des montagnes, non plus pour un centrage, mais par rapport à voilà, une histoire d'ego, une histoire de reconnaissance, qui n'est pas le fondement pour moi de l'alpinisme. Donc c'est toujours une interrogation de savoir après jusqu'où on va dans la tête ou pas de Lionel Terray. C'était un alpiniste de pointe, mais c'était aussi un conquérant qui était doué d'une témérité raisonnable. Et il savait renoncer pour éviter des risques inutiles. Oui, alors déjà, l'époque de Lionel Terray, c'est une époque où il y a beaucoup de casse. Malheureusement, évidemment, l'actualité nous le prouve sans arrêt, l'alpinisme et l'alpinisme de pointe restent un monde dangereux, un univers dangereux. Mais c'est vrai que l'époque de Lionel Terray est marquée par beaucoup d'accidents, quoi. Dans Les Conquérants inutiles, Lionel Terray écrit que, en gros, il a senti le vent du boulet au moins une vingtaine de fois dans sa vie d'alpiniste. Ce qui est quand même beaucoup, quoi. Après, c'est toujours subjectif de savoir, à un moment donné, quand vous allez en montagne, vous avez frôlé l'accident mortel. Mais en tout cas, dans mon cas ou dans le cas d'amis que j'ai un peu interrogé, d'une manière évidemment subjective, on dit toujours quelques fois, mais pas une vingtaine, quoi. Et effectivement, paradoxalement, Lionel Terray faisait preuve d'une témérité raisonnable. Et c'est vrai qu'on voit que dans nombre d'ascensions, surtout à ses débuts, Lionel Terray fait preuve presque d'une peur. Il faut aussi comprendre que les montagnes de France, des Alpes, entre les deux guerres ou juste au moment pendant la guerre et l'après-guerre, sont des montagnes qui sont auréolées de mythes, en fait. Et que les mythes, finalement, sont parfois plus durs à casser que d'ouvrir une voie dans un massif lointain où finalement rien n'a été fait avant et vous n'avez pas d'histoire qui rendent la montagne plus haute, qui rendent la montagne plus verticale, qui rendent la montagne plus difficile. Et je crois que Lionel Terray, justement, subissait aussi beaucoup la force de ces mythes. Il y était en tout cas très sensible, quoi. Et par exemple, à l'inverse, un de ses premiers compagnons de cordée qui a été Gaston Rébuffat, avec lequel pendant la Seconde Guerre mondiale, il va participer à ce qu'on appelait Jeunesse et Montagne, qui était une forme de service civil du temps de la France d'occupation. Eh bien, Lionel Terray va rencontrer Gaston Rébuffat et ça va être une première cordée qui va faire quelques premières et quelques ascensions remarquables, sans que ce soit au niveau de celle qu'il va faire avec Louis Lachenal, mais quand même.
Et en fait, il y a Gaston Rébuffat, c'est l'inverse. C'est le sudiste qui, lui, est complètement décomplexé, quoi. Il n'a pas d'état d'âme, il a une confiance absolue en lui, et notamment pendant cet épisode de Jeunesse et Montagne, ils vont se retrouver à la Chapelle en Val-Gaudemar, dans le massif des Écrins, qui est une vallée incroyablement sauvage, qui va arracher ces mots à Lionel Terray, qui va dire ici c'est le Tibet. Et c'est vrai que c'est une vallée qui est extrêmement sauvage, qui n'avait pas le caractère aussi, un caractère beaucoup plus farouche que la vallée de Chamonix où il habitait. Et en fait, Gaston Rébuffat lui propose l'ascension de la face nord-ouest de Lolan, qui est une montagne emblématique de l'Oisans, qui est une face nord très sauvage, très reculée. Il faut vraiment aller la chercher. Rien à voir avec la face nord des Grandes Jorasses que vous pouvez voir de la Flégère, en quelque sorte, d'en face. C'est une face nord qui est tournée vers un cœur de massif, quoi. Et il se trouve que dans cette face nord, en 1934, il y avait une cordée célèbre constituée d'un Italien, Gervasuti, et d'un Français, Lucien Devisse, qui va faire la première de cette face. Et Gaston Rébuffat propose à Terray de partir dans l'ascension de la face nord-ouest de Lolan, quoi. Et en fait, Lionel Terray dit non, moi je veux pas y aller, j'en suis pas capable. Pourtant, ils venaient de terminer tous les deux majors de leur stage de chef de cordée, quoi. Mais il y a aussi une forme de maturité que peut-être Lionel Terray n'avait pas encore, qui lui permettait de dire je pars dans telle phase, parce que en fait, il faut comprendre, c'est toujours vrai à l'heure actuelle, que l'ascension d'une très grande phase ou quelque chose qui est vraiment au sommet de votre difficulté, c'est avant tout un acte mental. Il faut apprivoiser l'ascension à venir. Il faut, quand vous arrivez au pied de la paroi, vous sentir prêt. Et c'est quelque chose, c'est un état d'être que tous les alpinistes qui ont fait des choses difficiles dans leur vie ont ressenti. De se dire, voilà, je suis prêt, je peux y aller, et j'ai intégré les éléments de l'ascension, et finalement le caractère de peur qu'a pu me renvoyer la montagne, je l'ai intégré, je l'ai digéré, et au contraire, je l'ai sublimé, quoi. Et Lionel Terray, à plusieurs reprises, justement, va finalement rendre à ses compagnons de cordée cette espèce d'élan que lui n'aura pas eu forcément, parce que justement, il va faire preuve de cette témérité raisonnable. J'en veux pour preuve la deuxième ascension de la face nord de l'Eiger. Louis Lachenal, c'est un peu quelqu'un qui est dans une énergie permanente, une boule de nerfs, et qui est capable de soulever les montagnes. Et il va vouloir entraîner Lionel Terray dans la face nord de l'Eiger, et Lionel Terray ne se sent pas forcément au début de partir dans cette face, d'une part parce qu'il s'était blessé un doigt, et d'autre part parce qu'il était en train aussi d'une manière très triviale de construire son chalet à Chamonix. Et en fait, c'est assez amusant parce que ça se faisait pas à l'époque, mais maintenant on appellerait ça de la préparation mentale. En fait, Louis Lachenal va, avec la complicité de sa femme Marianne, va dire bah, écoute, tu vas me punaiser une photo de la face nord de l'Eiger au-dessus du lit conjugal, comme ça Lionel il l'aura en visuel tous les jours, et il va quelque part intégrer l'ascension à venir et se sentir prêt justement pour l'Eiger. Ce qui n'empêchait pas, une fois que Lionel avait fait cette préparation, d'être évidemment dans un élan et une énergie de fou, quoi. Mais il y avait toujours ces moments parfois de préparation. Moment qu'on va retrouver en Himalaya aussi. En 1954, il est avec Jean Cousy, qui a été aussi un de ses grands compagnons de cordée, un alpiniste qui a été aussi un très grand compagnon de René de Maison. Eh bien, il se retrouve dans une petite tente sur le plateau à 7005, sous le sommet du Makalu. La route du Makalu est fermée pour le moment parce qu'ils ne savent pas trop encore comment faire, et puis voilà. Mais Jean Cousy propose à Lionel Terray d'aller réaliser la première du Chomolunzo, qui est donc en contrebas, enfin en contrebas, on redescend sur un plateau puis on remonte une arête facile qui mène au sommet du Chomolunzo. Et il se réveille le matin,
un vent à décorner les bœufs, un froid polaire, et pour Lionel Terray, définitivement, le vent est beaucoup trop fort, quoi. Pour Jean Cousy, question d'appréciation, le vent est fort, mais acceptable. Et en fait, Jean Cousy va entraîner Lionel Terray dans l'ascension du Chomolungma en justement, du coup, en une ascension qui aurait été facile, entre guillemets, par beau temps, est devenue un peu épique parce que, voilà, chaque fois qu'il y avait une grosse bourrasque, ils sont obligés de s'arrêter, de planter le piolet, le froid, avec le vent, le froid dégringole. Vous avez ce qu'on appelle le wind chill factor, donc le facteur de refroidissement du haut vent qui fait que, par exemple, si vous avez, alors je ne vous dis pas exactement les bons chiffres, mais si vous avez moins 25 degrés au thermomètre et que vous avez 80 km/h de vent, vous arrivez à facilement moins 50 en température corporelle ressentie. Donc quelque part, on arrive aussi un peu aux limites de l'humain, aux limites d'un froid contre lesquels on peut se protéger. Et dans ces moments-là, il faut faire aussi très attention à ne pas se geler, etc. Et on devient extrêmement fragile. Mais voilà, l'ascension se passe bien et en fait, Lionel Terray va dire, oui, sans l'aiguillon de Jean Cousy, je n'aurais pas été au Chomolungma. Et ça, pareil, ça se reproduit. Donc je le disais, avec Louis Lachenal, ça se reproduira aussi au Fitzroy avec Guido Magnone, qui est le Fitzroy, c'est cette montagne impossible de Patagonie, la pyramide parfaite qui fume tout le temps parce que voilà, il y a la neige, les projections de vent, etc. Et Magnone et Lionel Terray vont faire cette grande première dans des conditions, voilà, où Lionel Terray aurait voulu renoncer depuis longtemps, quoi. Et c'est Guido Magnone qui va négocier 2 heures. Et en fait, les 2 heures vont devenir la journée. Et voilà, la cordée va rentrer dans cette zone rouge qui fait qu'elle met un pied de l'autre côté de l'étrier, c'est-à-dire qu'elle met un pied du côté où elle rentre dans une frontière floue, très floue, entre la vie et la mort, mais qui fait que quand les gens reviennent, on appelle ça un exploit, quoi. Et c'est ce qui se passe. Ils vont engager énormément, ils vont s'engager énormément, ils vont revenir, et voilà, l'ascension va être saluée sur la place mondiale de l'alpinisme comme quelque chose d'extrêmement novateur. Et même à l'heure actuelle, voilà, la voie normale du Fitzroy qui se combine maintenant avec la variante argentine qu'on appelle la franco-argentine reste une voie de très grande classe et de très grande valeur, quoi. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que Lionel Terray, toujours, va pas chercher forcément à se dire « Ah bah oui, non mais j'ai été faible ». Non, au contraire, il va dire « Non, j'ai eu des compagnons de cordée qui à un moment donné m'ont tiré et peut-être que dans ma personnalité, il y a cette forme de prudence, cette forme d'intelligence aussi, et qui fait que voilà, il y a des moments j'ai cette capacité ou cette envie de renoncer qui fait aussi que d'une manière aussi qui est quand même pas négligeable, ça assure aussi une forme de longévité à l'alpiniste. Avant de donner la parole à la salle, je voudrais poser une dernière question. Revisiter les ascensions de Terray aujourd'hui avec les équipements d'aujourd'hui, cela doit permettre de mesurer l'importance de l'exploit réalisé 50 ou 60 ans auparavant. Alors, ça peut ou ça ne peut pas. C'est-à-dire que si on n'est pas capable de faire l'effort intellectuel, d'une part par rapport au matériel d'époque. Matériel d'époque, Lionel Terray ne grimpait pas avec un baudrier, par exemple. Il avait une corde en chanvre nouée autour de la taille, quoi. Ils n'avaient pas de coinceur, ils n'avaient pas de frienne, ils n'avaient pas les piolets tels qu'on les connaît à l'heure actuelle, ils n'avaient pas des crampons à pointe avant, par exemple. Enfin, ils existaient, mais ils ne les utilisaient pas. Et après, effectivement, il y avait, ce qui me semble très important, l'auréole qu'il y avait autour des montagnes, qui a totalement disparu. Quand vous allez faire la Walker à la face nord des Grandes Jorasses à l'heure actuelle, ça reste une grande course, mais à l'heure actuelle, tous les gens qui vont s'engager dans la Walker, déjà vont choisir un créneau météo de préférence en béton, une bonne météo, et c'est vrai que ça c'est pareil, c'est quelque chose qui a énormément changé.
Il va y avoir aussi souvent une radio dans la cordée ou un smartphone, donc un cordon ombilical, et l'idée surtout intellectuelle que l'on sait qu'en cas de problème, avec les progrès du secours en montagne et justement cette professionnalisation qui est venue après l'affaire Vincent Henry, on sait qu'un secours dans les Jorasses, même compliqué, il est possible. Donc aussi, les cordées actuelles peuvent partir avec l'idée d'un secours possible, quoi. Donc c'est aussi quelque chose qui change fondamentalement par rapport à l'époque de Terray et Lachenal. Et puis après, effectivement, tu le soulignais, le matériel d'époque qui est sans commune mesure, quoi. Donc en fait, il y a des facteurs qui fait que quand on imagine et quand on resitue le contexte, effectivement, on se rend compte de la portée de tout ce qui a pu être accompli par les alpinistes de cette époque, qui est absolument remarquable. Mais c'est l'histoire un peu de l'arbre de l'aventure. L'arbre de l'aventure, c'est quoi? C'est un des arbres que l'être humain a planté, puisque ça fait partie de notre bagage d'être humain. L'aventure, l'être humain est aussi défini par l'aventure. Eh bien, cet arbre, eh bien, après, il se ramifie. Vous avez des branches qui partent de plus en plus loin, de plus en plus haut. Et quelque part, vous avez une branche qui s'appelle Lionel Terray. Et cette branche-là, elle a été particulièrement vigoureuse, particulièrement gorgée de sève. Et à partir de là, il y a eu d'autres rameaux qui sont partis de cette branche et qui ont fait que d'autres alpinistes derrière, les Walter Bonatti, les Messner, etc., ont édifié, enfin ont continué à faire pousser et à amener une autre branche à cet arbre de l'aventure. Le temps est passé assez vite. Est-ce que vous auriez des questions à poser à Dode, puisque je pense que le prénom Lionel a été laissé à l'illustre pionnier. Pardon, oui. J'avais une question concernant ses relations avec Lachenal, puisque il y a un reproche qui a un peu émergé là, ces dernières années, qui consiste à lui reprocher finalement à Terray d'avoir donné une image de Lachenal comme un être instable, etc. Et, voilà, vous avez parlé de boule de nerfs, Les relations avec Lachenal. Ouais. Du coup, il y aurait une nécessité de réhabiliter en quelque sorte le personnage de Lachenal. Je ne sais pas, dans vos recherches, est-ce que vous avez pu trouver des éléments qui viennent confirmer un peu ce tempérament de Lachenal que vous Terray a assez bien décrit, ou est-ce que vous pensez que peut-être Lionel Terray a peut-être exagéré cette dimension? Je crois que dans les continuités, en tout cas, Lionel Terray est quand même très clair sur Louis Lachenal, c'est-à-dire qu'il amène de la nuance, quoi. C'est pas effectivement la boule de nerfs en permanence, quelqu'un d'éminemment instable, etc., etc. Et je pense qu'au contraire, Lionel Terray a brossé un portrait de Louis Lachenal qui est assez magnifique, quoi. Pour moi, au contraire, j'ai pas le sentiment, en tout cas, qu'il les décrit d'une manière négative, quoi. Et c'est vrai que dans les recherches que j'ai pu faire, Louis Lachenal n'apparaît pas du tout comme quelqu'un qui est négatif, quoi, en quelque sorte. C'est pas la lumière Terray et l'ombre Lachenal. C'est des personnalités qui sont très différentes, mais c'est des personnes qui ont ce que j'ai appelé dans le livre, moi, une cordée holistique, c'est-à-dire que la somme des qualités des uns fait pas 1 + 1 = 2, mais quelque chose qui est supérieur à ça, quoi. Et je crois que c'était vraiment ça. Et je pense que, voilà, il y a eu 45-50, la cordée Lachenal-Terray qui a été brillantissime. Effectivement, l'Annapurna a été un peu le couperet pour Louis Lachenal, qui n'est jamais revenu dans l'alpinisme de pointe. Mais c'est pareil, Louis Lachenal, après, n'a pas sombré dans la dépression pour autant, quoi. C'est pas quelqu'un qui a été effectivement complètement déraciné ou détruit par l'ascension de l'Annapurna, quoi. Moi, en tout cas, c'est le sentiment et tout ce que j'ai pu retrouver comme témoignage ou comme écrits récents qui ont pu être racontés. Et je
vous invite à relire les Conquérants inutiles. Franchement, la Chenal n'est pas décrit par Lionel Terray d'une manière péjorative, quoi. Au contraire, voilà, il dit voilà, c'est plus de ce génie, enfin touché par l'aile du génie, quoi. C'était un grimpeur de génie et génial. Et en fait, Terray lui a rendu pour moi un hommage assez extraordinaire, quoi. Mais après, c'est vrai que c'est assez amusant parce que si on voit la comparaison avec Gaston Rébuffat, ils ont des mots dans les livres qui sont presque amusants, quoi, parce que c'est dur, quoi. Voilà, la première rencontre avec Rébuffat, c'est pareil. Terray décrit Rébuffat comme quelqu'un de sûrement. Alors comment il dit? Il a l'air très très égoïste, mais n'était pas gâté par la nature, quoi. Et il y a des mots qui sont quand même assez tranchés, quoi. Donc après, voilà, c'est toujours difficile de faire une interprétation de tout ça aussi, quoi. On va lire Les Conquérants inutiles, mais lire aussi Le Montagnard de Lionel Daudet. Florent, une question courte? Oui, vous avez peu parlé du Janus, c'est un peu remarquable, qui n'est pas décrit dans les Conquérants inutiles parce que c'était après. Oui, mais c'est décrit dans Bataille pour le Janus. Ouais. Voilà. Il y a une première expédition qui est dirigée par Jean-François Michou, et une deuxième expédition en 1962 qui est dirigée par Lionel Terray, et Lionel Terray à ce moment-là part blessé, et il part perdant, il dit je ne vais jamais aussi le Janus, au fur et à mesure de l'ascension, il y a cette énergie qui se dégage. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, oui. Alors l'histoire du Janus, pour faire pas trop long, en fait c'est le renversement aussi d'un paradigme. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on est sur la haute altitude en Himalaya et on est sur la conquête des 8000, quoi. 1950-1960, en gros, les 14 8000 sont gravis. Et après le Makalu, la France se tourne vers des objectifs très techniques, en l'occurrence le Janus. Et le Janus, en fait, on dit souvent 59-62, mais il faut savoir aussi qu'il y a eu une première reconnaissance qui a été faite par Guido Magnon et des deux anciens de la Nalfurna en 1900, du coup c'était un an avant, quoi, me semble-t-il. Donc en fait, effectivement, il y a... Non, on parle du Janus, là. Il y a eu une reconnaissance, effectivement, juste avant, pardon. Et donc, en fait, en 62, l'expédition, elle réussit aussi parce que la voie a été ouverte, et elle a réussi aussi pour plusieurs raisons. Déjà, il y avait une vraie complexité, et il faut aussi comprendre qu'il y avait aussi une notion d'exploration qui était toujours très très forte sur toutes ces montagnes, parce qu'elles étaient très mal cartographiées, très mal répertoriées, on n'avait pas trop les vallées qui menaient même aux montagnes, des fois on ne les connaissait pas, hein. Donc après, il y avait un temps d'exploration qui était souvent important aussi pour gravir toutes ces montagnes, quoi. Et sur le Janus, en fait, l'expédition de 59, il y a énormément de mauvais temps, quoi. Il y a énormément de mauvais temps, je crois qu'ils ont 2 ou 3 jours de beau dans tout le séjour. Et surtout, il y a aussi la technologie qui est très défaillante. C'est-à-dire qu'ils mettent en place des masques à oxygène, et en fait, ceux qu'ils utilisent à cette époque-là sont défectueux, quoi. Et c'est Jean Cousy qui va mettre l'accent sur la technologie, qui dit, voilà, pour ces montagnes-là, il faut qu'on prenne de l'oxygène, quoi. Alors que, par exemple, les Anglais avaient prouvé déjà l'inverse, puisqu'on sait qu'en 1924, Norton et Irvine avaient atteint l'altitude de 8570 sans oxygène sur le versant tibétain de l'Everest, ce qui était quand même assez fabuleux. Et malgré tout, c'est pour montrer que parfois, les époques amènent aussi peuvent poser une chape sur les mentalités, quoi. Et pour en tout cas les Français, en gros, aller à ces altitudes sans l'apport de l'oxygène, c'était quelque chose qui concevait pas, quoi. Alors que paradoxalement, on peut dire qu'à la Nalfurna, ils n'avaient pas d'oxygène, quoi. Ils étaient partis sans ox, quoi. Et après, en 62, ils ont des masques à oxygène qui fonctionnent super bien, qui sont au point, et là, ça déroule. Et surtout, ils ont tout le tracé qui est le bon tracé, quoi. Parce que dans l'expédition de 59, ils ont des énormes alertes avec des avalanches qui tombent d'une
d'une manière très imposante et qui menace. Enfin, il aurait pu y avoir des cordées à cet endroit-là, et en fait non, elles y sont pas, fort heureusement, quoi. Donc il y a ça, et effectivement par rapport à Lionel Terray, 1962, juste avant de partir pour l'Expé, il va grimper au Saussois avec Robert Parago et il se pète des côtes, quoi. Et il se fait un déchirement, je crois, c'était un déchirement de la plèvre aussi. Donc effectivement, il va être en souffrance dans toute la marche d'approche. Il va en baver et tout. Et là, il y a un témoignage qui est assez intéressant, c'est celui de René Vernadet, qui était le cinéaste de l'époque, qui a des mots vraiment très très admiratifs par rapport à Lionel Terray, qui, comme tu le dis, voilà, va ressusciter 300 mètres sous le sommet et va être dans la deuxième vague qui va aller au sommet du Janus. Ouais. C'est le psychisme ascensionnel, cher à Étienne Klein. S'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais quand même... Oui, une question. Simple remarque, à mon avis, je trouve que Terray trouve que Lachenal grimpe mieux que lui. Oui. Voilà, pour revenir sur Lachenal. Oui, bah après de toute façon, ça c'est aussi un fait qui était très connu et aussi savoureux que j'ai écrit dans le livre, c'est que, donc là je viens d'évoquer Robert Parago, donc, qui était lui un Parisien, un blozard, donc il grimpait en forêt de Fontainebleau, qui est l'auteur quand même du premier bloc en 7e degré, La Joker, à Fontainebleau. Donc c'était des grimpeurs hors pair, quoi, qui étaient vraiment des très très bons grimpeurs, quoi. Et la première fois que Robert Parago voit Terray, il dit putain, mais il grimpe comme un sac, ce gars-là. Il n'est pas du tout technique. Et Terray, c'est vrai que c'était quelqu'un de très physique. En plus, c'était marrant parce qu'il raconte que quand il a 13 ans qu'il se met à grimper, il croit que le secret de l'escalade réside dans le fait d'être extrêmement fort. Donc en fait, à 13 ans, il s'amuse déjà à faire des tractions, quoi. Donc il développe énormément la musculature du haut du corps et il va être un grimpeur très très physique, Lionel Terray, quoi. Et dans les surplombs, c'est vrai que voilà, il aimait fermer les bras, il aimait faire des grands blocages et que c'était pas forcément un fin technicien. Alors après, il s'est évidemment amélioré parce que c'est quelqu'un qui aimait grimper, qui avait la grimpe dans le sang, c'est-à-dire que chaque fois qu'il allait en conférence, ça c'est pareil, j'ai eu beaucoup de témoignages dans ce sens-là, il avait toujours du matériel d'escalade dans le coffre de la voiture. Et c'est pour ça que c'est aussi une de mes formes de rencontre avec Lionel Terray, qui va faire des conférences dans l'ouest de la France. Et à l'époque, vous aviez toutes les petites falaises qu'on appelait des écoles d'escalade, qui étaient donc des lieux où on apprenait l'escalade pour aller en montagne après. En fait, vous aviez une voie Terray, quoi, parce que Lionel Terray a énormément grimpé avec n'importe qui. Il trouvait des gens, ou des amis, ou des gens qu'il ne connaissait pas. Et c'est pour ça que vous, dans les Deux-Sèvres, en Normandie, en Haute-Loire, en Belgique, vous avez des voies Terray un peu partout, quoi. Et Lionel Terray se moquait aussi du candidaton, quoi. C'est-à-dire que il était au milieu de ses copains ou du monde. Voilà, le grand Lionel Terray, il pouvait prendre un but dans un bloc. À Fontainebleau, ça ne le dérangeait pas. C'est pareil, j'ai eu pas mal de témoignages assez savoureux où justement les blozards qui étaient quand même assez caustiques, ils aimaient bien mettre Lionel Terray devant des blocs qui étaient un peu des blocs des vacheries, comme il disait, quoi, à l'époque, quoi. Donc évidemment, Lionel Terray n'y arrivait pas forcément et j'imagine qu'il devait bien se charrier à ce propos-là. Mais Lionel Terray, effectivement, à la base, n'était pas un grimpeur hyper doué, quoi. Et par contre, il avait par rapport à la finale, il avait ce complément où, voilà, lui avait un très très bon sens de l'itinéraire qu'il avait. Ça a été un très très grand glaciériste, Lionel Terray. Et après, effectivement, en rocher, il s'est aussi considérablement amélioré, ce qui fait que ça a été aussi un très bon rochassier. Mais par exemple, on sait aussi que Lionel Terray n'aimait pas du tout l'escalade artificielle. Et ça a été une limite aussi dans l'ouverture de ce qu'il a pu faire dans les Alpes. Parce que, voilà, toutes les grandes ascensions qu'a fait, par exemple, après Bonatti, bah, Lionel Terray, ça ne l'intéressait pas du tout, quoi. Planter des pitons, mettre des étriers, c'était ce qu'il appelait des méthodes de charpentier, quoi. Et lui, il n'aimait pas ça, quoi, clairement, quoi. Et c'est clair que ça lui a fermé la porte d'escalade, on va dire, entre guillemets, plus technologique. Et a-t-on une explication à la chute dans cette voie d'une banalité tragique?
Alors, oui, il y a des explications. Moi, j'ai fait, pareil, énormément de recherches sur la mort de Lionel Terray elle-même. Et j'ai eu la chance de retrouver aux archives de Grenoble le récit, pas le récit, enfin le compte-rendu de la CRS Alpes qui a fait le secours et qui a après fait une rotation d'hélicoptères pour comprendre, essayer d'émettre des hypothèses sur ce qui s'est passé. Voilà. En gros, l'ascension se déroule dans la journée, Marc Martinetti et Lionel Terray grimpent, ils sortent des difficultés et comme souvent dans le Vercors, la paroi se couche de plus en plus et vous avez des bandes d'herbe entrecoupées de ressauts rocheux plus ou moins bons. Et à l'époque, quand les grimpeurs sortaient dans ces terrains-là, ils progressaient ce qu'on appelle les anneaux à la main, c'est-à-dire qu'ils sont encordés l'un à l'autre et puis chacun, ou que le leader ou autre, a des anneaux, donc des bouts de corde qu'il a dans la main, de la corde, pardon, qu'il peut lâcher au moment d'une difficulté pour grimper un ressaut, puis après assurer depuis le sommet du ressaut son compagnon. Et ça, c'est une technique d'assurance qu'on utilise que dans des terrains vraiment faciles, parce qu'évidemment, s'il y en a un qui tombe, ça a tendance à plutôt entraîner l'autre, quoi. Et d'après tout ce que j'ai pu comprendre, alors après, voilà, il y a juste la montagne qui pourrait nous raconter le réel déroulé, mais l'hypothèse que moi je retiens, qui rejoint quand même celle des secouristes, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une chute de pierre, alors qu'ils étaient en visuel du sommet. La nuit d'avant, il avait beaucoup plu, donc quand les CRS ont fait le secours, il y avait eu aussi pas mal de chutes de pierre. Donc il y a des chances, une probabilité importante qu'ils aient pris une volée de pierre. Alors après, a priori, c'était Marc Martinetti qui leadait, Lionel Terray qui était derrière parce qu'il avait un sac plus lourd. Donc en général, le deuxième a le sac le plus lourd. Ils sortent des difficultés. Et puis voilà, il y a eu une chute de pierre qui fait que est-ce que c'est Marc Martinetti qui a pris la pierre le premier ou Lionel Terray, ça c'est évidemment impossible à dire, mais ce qui est sûr c'est qu'au niveau des preuves matérielles, les secours ont récupéré un bout de corde de 6 cm qui était écrasé sur le rocher et qui laisse supposer d'une manière quand même très forte que ce bout de corde écrasé provenait d'une chute de pierre, quoi. Et en fait, les grimpeurs étaient encordés à double et on les a retrouvés en bas sur le pierrier, encore encordés. La corde n'avait pas cassé, quoi, en fait. Mais il y avait un des deux brins qui a été cassé ou voilà, endommagé par peut-être cette chute de pierre. Et dans les éléments qui viennent corréler cette hypothèse, le jour de l'ascension fatidique, il y avait un chasseur qui marchait au pied de la paroi et vers 18h30, c'est dans les rapports de police aussi, il fait écho d'un bruit de chute de pierre qui vient très fort de la zone de la fissure en art de cercle, quoi. Et Marc Martinetti et Lionel Terray portaient des montres et en fait elles se sont arrêtées à 18h20 pour Marc Martinetti et 18h30 pour Lionel Terray, quoi. Donc il y a un faisceau d'éléments qui disent que ça peut être une chute de pierre. Mais après, ça peut être aussi quelque chose de très bête, comme voilà, simplement de la fatigue, une baisse d'inattention, et il y en a un qui fait un faux pas, et les deux vont en bas, quoi. Après, ça peut être aussi tout simplement ça, quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, dans ce contexte d'ascension, on préfère se décorder, plutôt s'il n'y a pas de possibilité d'assurance aucune, plutôt que de garder la corde. Et ça revient aussi à une des valeurs de Lionel Terray, qui était voilà, cette solidarité et ce lien de la cordée qui était important, vital, à tel point qu'à cette époque-là, les gens ne se décordaient pas. Et la corde, qui d'ordinaire est un instrument de vie, dans le cas de la fin de Lionel Terray, est devenue un instrument de mort. Une dernière question, parce que le retour est la chaise à porteur de Jacques Bresson. Quand on fait cette voie, si vous faites des cas professionnels, il est assis à la sortie de la paroi inférieure et avec
une corde de 60, vous avez un relais, et donc vous faites les rondeurs en toute sécurité. Oui, alors moi je l'ai refaite, et sur la fin, en fait, nous on n'a pas... En fait, il y a 80 mètres qui restent, et en fait, nous on n'a pas fait de relais, mais on était à corde tendue, et en fait, on a réussi, voilà, à mettre des protections qu'on jugeait parfaitement. Ça fait pas plus de 60 mètres. Donc, il grimpait avec la corde de 100 mètres. Voilà, il grimpait. Après, voilà, à l'époque, c'est ça aussi. Voilà, tu fais bien de rajouter ça, Denis. Il grimpait avec des cordes beaucoup plus courtes que celles dont on disposait à notre époque. Et puis, évidemment, ils avaient aucun coinceur, aucun frien. Voilà, ils avaient des pitons, des sangles, quoi, pour s'assurer, quoi. Voilà. Donc, je voudrais vraiment remercier sincèrement Lionel Daudet de cette évocation du montagnard qui est une biographie originale à la fois technique et littéraire, où la montagne apparaît dans tous ses contrastes et où elle apparaît surtout comme un lieu de vie, où s'inspirer de l'empathie de Terray à l'égard de tous ces gens utiles qui font vivre la montagne. Voilà, merci Lionel. Merci à vous.